C'était le mercredi 5 décembre 2007, en pleine période des fêtes. Les couloirs du centre commercial Westroads débordèrent de musique de Noël, de décorations scintillantes et de familles faisant leurs achats. Mais à 13h43, cette atmosphère festive s'est transformée en cauchemar. Un jeune homme de 19 ans, portant un fusil semi-automatique dissimulé sous son blouson, est entré dans le grand magasin von Maur. En 6 minutes de terreur absolue, 8 personnes innocentes ont perdu la vie. Des employés, des clients, des pères et des mères de famille. Personne n'aurait pu imaginer que ce garçon, abandonné par sa propre famille et rejeté par le système, deviendrait l'auteur de l'une des tueries les plus dévastatrices de l'histoire du Nebraska. Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire tragique de Robert Arthur Hawkins et du massacre qui a marqué à jamais la ville d'Omaha. Robert Arthur Hawkins est né le 17 mai 1988 à Suffolk en Angleterre, fils d'un militaire américain de l'armée de l'air et d'une vendeuse. Dès sa naissance, il possédait la citoyenneté américaine grâce au statut de son père, Ronald Hawkins, alors en mission à l'étranger. Mais derrière cette apparence de famille militaire structurée se cachait une réalité bien plus sombre. Le mariage entre Ronald et Maribel Rodriguez était marqué par des infidélités, des agressions verbales et physiques, et des disputes constantes qui terrorisèrent les enfants. Lorsque Robert n'avait que quelques années, ses parents ont divorcé dans un climat de guerre judiciaire. La garde de l'enfant est devenue un champ de bataille, où personne ne semblait vraiment vouloir gagner. Son père s'est remarié avec Candace Sims, une femme avec qui Robert a développé une relation toxique dès le premier jour. Les disputes entre Maribel et Candace étaient fréquentes et violentes, créant un environnement instable et chaotique pour le petit garçon. Finalement épuisé par les conflits, Maribel a renoncé à la garde de son fils, l'abandonnant aux mains d'un père distant et d'une belle-mère hostile. Dès l'âge de 4 ans, Robert manifestait des comportements alarmants. Il était agressif, incapable de se socialiser normalement et présentait des signes évidents de détresse émotionnelle. À cet âge, il a été hospitalisé pendant 30 jours et diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, un trouble de stress post-traumatique et une dépression infantile. Ces diagnostics étaient la preuve que l'enfant souffrait profondément des traumatismes vécus au sein de sa famille dysfonctionnelle. Au lieu de recevoir l'amour et le soutien dont il avait désespérément besoin, Robert a été traité comme un fardeau. Son père était souvent absent, et sa belle-mère le rejetait ouvertement. L'enfant grandissait dans un vide affectif total, sans ancre émotionnelle ni figure stable à laquelle se raccrocher. Les années passaient, et au lieu de s'améliorer, son état psychologique se détériorait rapidement. À 13 ans, Robert a commencé à consommer de l'alcool et à fumer, cherchant désespérément un moyen d'échapper à sa douleur intérieure. À 14 ans, dans un acte qui révélait toute l'étendue de sa détresse et de sa rage, il a tenté d'empoisonner sa belle-mère en versant du pesticide dans sa nourriture. Cette tentative a conduit à une nouvelle hospitalisation psychiatrique, où il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité psychopathique et un trouble oppositionnel avec provocation. Les menaces de mort envers Candace sont devenues de plus en plus fréquentes et explicites. Finalement, Ronald Hawkins, incapable de gérer son fils ou peut-être simplement fatigué d'essayer, a renoncé à sa garde. À 14 ans seulement, Robert est devenu pupille de l'État du Nebraska, confié au département de la santé et des services humains. L'adolescent venait d'être officiellement abandonné par tous ceux qui auraient dû le protéger. Ce premier chapitre révèle comment un enfant né dans un contexte de violence familiale, d'abandon émotionnel et de traumatisme répétés, a été progressivement transformé en une bombe à retardement psychologique. Robert n'était pas né monstre. Il avait été façonné par des circonstances qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Une fois placé sous la tutelle de l'État, Robert Hawkins est entré dans un système censé le soigner et le réhabiliter. Mais au lieu de trouver stabilité et guérison, il a traversé une succession d'établissements psychiatriques et de foyers d'accueil qui n'ont fait qu'aggraver son sentiment d'abandon et d'aliénation. Les institutions ont coûté à l'État du Nebraska environ 260 000 $ en traitement, hospitalisation et suivi spécialisé. Malgré ces investissements considérables, personne n'a réussi à atteindre vraiment Robert. Dans ces centres, l'adolescent se montrait violent, imprévisible et profondément déprimé. Il multipliait les tentatives de suicide, manifestant une volonté claire de mettre fin à sa souffrance. Les professionnels de santé mentale notaient dans leurs rapports
son incapacité à nouer des relations saines, son manque total d'empathie et ses fantasmes violents récurrents. Robert était conscient de sa propre détresse, mais il ne savait pas comment y faire face autrement que par la violence ou l'autodestruction. Au milieu de ce chaos institutionnel, Robert a trouvé un seul point d'ancrage, Dallas, un autre jeune marginalisé, avec qui il a formé un lien étroit. Ensemble, ils ont créé un groupe qu'ils appelaient les Crânes Violets, Purple Skulls, une sorte de confrérie symbolique où ils se sentaient enfin appartenir à quelque chose. Ce groupe n'avait rien de structuré ou de dangereux en soi, mais il représentait pour Robert une identité, une reconnaissance qu'il n'avait jamais obtenue ailleurs. Sur le plan scolaire, Robert a fréquenté brièvement deux établissements, Fort Calhoun High School et Papillon La Vista High School, mais il était incapable de se concentrer, de suivre les cours ou de maintenir des relations sociales normales. En 2006, il a abandonné ses études avant d'obtenir son diplôme. Plus tard, il a passé le GED, l'équivalent américain du diplôme de fin d'études secondaires, mais ce succès symbolique n'a pas changé grand-chose à sa vie chaotique. Sans famille stable, sans structure éducative, et avec un dossier psychiatrique lourd, Robert était un jeune homme profondément perdu. Il dérivait d'un endroit à l'autre, toujours à la recherche d'une place dans un monde qui semblait le rejeter systématiquement. Les années d'institution l'avaient rendu méfiant, amer et convaincu qu'il ne serait jamais accepté nulle part. Malgré tous les traitements, les thérapies et les tentatives d'intervention, aucun professionnel n'a réussi à briser le mur que Robert avait construit autour de lui. Il se sentait invisible, insignifiant, condamné à rester en marge de la société. Cette période institutionnelle, loin de le sauver, a renforcé en lui la conviction qu'il était irrécupérable, qu'il était déjà un cas perdu aux yeux de tous. Ce chapitre montre comment un système de santé mentale, même avec des ressources importantes, peut échouer lorsqu'il manque de continuité, d'humanité et de véritables connexions personnelles. Robert n'avait pas seulement besoin de médicaments et de diagnostics, il avait besoin d'être vu, entendu et accepté en tant qu'être humain. Mais cette reconnaissance ne viendrait jamais. À 18 ans, Robert Hawkins a quitté le système institutionnel pour tenter de construire une vie normale. C'est à ce moment qu'il a rencontré Deborah, la mère d'un ancien camarade de classe, qui a accepté de l'accueillir chez elle. Pour la première fois de sa vie, Robert a trouvé un foyer stable, une figure maternelle bienveillante qui croyait en lui et voulait l'aider. Deborah lui a non seulement offert un toit, mais aussi du soutien émotionnel et des opportunités concrètes de réussite. Grâce à elle, Robert a trouvé un emploi au McDonald's. Il semblait enfin sur la bonne voie, se montrant ponctuel, responsable et capable de fonctionner dans un environnement de travail. Son père, Ronald, voyant cette amélioration, a même accepté de l'aider financièrement à acheter une Cadillac blanche d'occasion. Pour Robert, cette voiture représentait bien plus qu'un simple moyen de transport. C'était un symbole de normalité, d'indépendance et d'espoir. Pendant quelques mois, il a vécu ce qui ressemblait à une vie ordinaire de jeune adulte américain. Il a également commencé une relation amoureuse avec Casey, une jeune fille de 16 ans. Au début, cette relation semblait le stabiliser davantage. Robert paraissait heureux, investi émotionnellement, presque apaisé. Mais comme tout ce qu'il touchait, cette relation était fragile et vouée à l'échec. Lorsque Casey l'a trompé, Robert a ressenti cette trahison comme un nouveau rejet, une nouvelle confirmation que personne ne pourrait jamais vraiment l'aimer ou rester à ses côtés. La rupture avec Casey a marqué le début d'une spirale descendante rapide. Robert a commencé à arriver en retard au travail, à se montrer irritable et distant. Un jour, dans un acte de désespoir ou de simple autodestruction, il a volé de l'argent dans la caisse du McDonald's. Lorsque le vol a été découvert, il a été immédiatement licencié. En quelques semaines, tout ce qu'il avait construit s'est effondré. Cherchant désespérément une nouvelle structure et un nouveau but, Robert a tenté de s'engager dans l'armée des États-Unis en 2007. Pour lui, rejoindre l'armée représentait peut-être une chance de suivre les traces de son père, de prouver sa valeur et de trouver enfin une place dans la société. Mais son dossier psychiatrique était trop lourd. Les recruteurs ont rejeté sa candidature sans hésitation. Cette énième porte fermée a été dévastatrice pour Robert. Il ne lui restait plus aucune option, plus aucun projet, plus aucune raison de continuer. Dans une dernière tentative de se reconnecter à ses racines, Robert a contacté sa mère, Maribel, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Étonnamment, elle a accepté de le recevoir pour un dîner. Ce fut une rencontre brève et tendue, mais symboliquement importante.
C'est lors de cette visite que Robert a volé le fusil semi-automatique de ASR-10 de sa mère, ainsi que des munitions. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Ce chapitre illustre comment une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, peut s'éteindre brutalement et transformer un jeune homme perdu en une menace mortelle. Robert avait goûté à la normalité, mais il n'avait pas les outils émotionnels pour la maintenir. Chaque rejet, chaque échec le rapprochait un peu plus de l'acte irréversible qu'il était en train de planifier. Les dernières semaines de novembre 2007 ont été marquées par des signes alarmants que personne n'a pris au sérieux. Le 24 novembre, Robert a été arrêté pour avoir fourni de l'alcool à un mineur. Il a également été accusé d'avoir menacé de mort une jeune fille, bien qu'aucune plainte formelle n'ait été déposée. Ces incidents auraient dû alerter les autorités sur son état mental dégradé, mais rien n'a été fait. De retour chez lui, Robert a commencé à se préparer méthodiquement pour ce qu'il considérait comme son acte final. Il a pris des photos de lui-même posant avec le fusil WASR-10 volé et les a envoyées à plusieurs amis en ligne. Aucun d'eux n'a contacté la police ou tenté de l'en dissuader. Certains ont peut-être cru à une blague macabre, d'autres ont simplement ignoré les messages. Cette passivité collective a scellé le destin des futures victimes. Robert a ensuite rédigé 3 lettres d'adieu. La première était adressée à sa famille. Il y exprimait ses excuses et déclarait son amour pour eux, malgré tout. La deuxième était destinée à ses amis, les remerciant et mentionnant explicitement qu'il voulait être rappelé et qu'il serait désormais considéré comme un monstre. La troisième était un testament dans lequel il léguait sa Cadillac à sa mère et ses biens personnels à ses amis. Ces lettres ne contenaient aucun manifeste politique ou idéologique. Robert ne cherchait pas à faire passer un message au monde. Il voulait simplement mettre fin à sa souffrance et laisser une trace de son existence. Le 5 décembre 2007, vers 13h40, Robert est arrivé au centre commercial Westroads, en plein cœur d'Omaha. Il portait le fusil dissimulé sous son blouson. Il est d'abord entré dans le centre commercial, a observé les lieux, puis est ressorti brièvement. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes. Peut-être a-t-il hésité une dernière fois. Peut-être cherchait-il simplement le courage de passer à l'acte. À 13h43, Robert est revenu dans le centre commercial et s'est dirigé directement vers le grand magasin Von Maur. Il a pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Lorsque les portes se sont ouvertes, il a immédiatement commencé à tirer. En 6 minutes de chaos et de terreur, Robert a assassiné 8 personnes innocentes et en a blessé 6 autres. Il tirait méthodiquement, sans discrimination, visant employés et clients indifféremment. Parmi les victimes figuraient Megan Webb, 24 ans, et Angie Schuster, 36 ans, toutes deux gérantes du magasin. Gary Scharf, 48 ans, a été tué en tentant de protéger une autre personne. Gary Joy, 56 ans, concierge, a été abattu à l'étage inférieur. Janet Jordan, 66 ans, est morte instantanément. Beverly Flynn, 47 ans, a été tuée derrière le comptoir. Jan Trench, 53 ans, est décédée alors qu'elle tentait d'appeler la police. John McDonald, 65 ans, a été abattu en essayant de se mettre à l'abri. Lorsque les premières sirènes de police se sont fait entendre, Robert s'est dirigé vers un coin isolé du magasin. Là, il a placé le canon du fusil contre sa tempe et a appuyé sur la détente. Il est mort sur le coup. Lorsque les forces de l'ordre sont entrées dans le magasin, elles ont découvert une scène d'horreur. Des corps gisant dans les allées décorées pour Noël, des survivants en état de choc, et le corps sans vie du jeune homme de 19 ans qui venait de détruire tant de vies. L'autopsie de Robert Hawkins a révélé une faible dose de Valium dans son organisme, mais pas suffisamment pour avoir influencé ses actions. Il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Le massacre du centre commercial Westroads a fait 8 victimes innocentes, auxquelles s'ajoute le tireur lui-même. 6 autres personnes ont été blessées, dont certaines portent encore aujourd'hui les séquelles physiques et psychologiques de cette journée tragique. Un mémorial permanent a été installé dans le magasin Von Maur en hommage aux victimes. Leur famille continue de porter le poids de cette perte inexplicable. Ce drame a également mis en lumière les failles criantes du système de santé mentale américain, l'absence de communication entre les institutions, les familles et les autorités, ainsi que l'accès facilité aux armes à feu. Robert Arthur Hawkins était un produit de négligence familiale, d'abandon institutionnel et d'une société incapable de voir les signaux d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en hommage aux victimes. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'enquêtes sur des crimes réels et partagez cette vidéo pour que ces tragédies ne soient jamais oubliées. Ensemble, nous devons exiger un monde où de telles histoires ne se répètent plus.